Bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous voulez d'abord un peu réagir à ce qui a été dit un petit peu avant? On a un peu parlé de vous, parfois de façon un peu sibylline, sur la place de la voiture en ville. Comment est-ce que Uber participe un petit peu à réduire cette place, ou en tout cas la replacer à la bonne place? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur tout ce qui a pu être dit un peu auparavant? Bien sûr, je pense que la première chose sur laquelle je voulais réagir, c'est que nous partageons cet objectif. Donc là, on est sur l'objectif zéro carbone, mais aussi sur cette réflexion autour du fait que nous avons la conviction que la place de la voiture est excessive aujourd'hui dans nos villes et que nous sommes à un moment charnière où nous pouvons justement arriver à réduire cette place de la voiture. Nous, notre contribution, elle se fait par la mobilité à la demande, qui est propre. Nous investissons toujours plus aujourd'hui sur des véhicules propres, qui est partagé, mais qui est aussi, et c'était d'ailleurs la conclusion de la table ronde précédente, qui est multimodal. Parce que, et c'est un peu sur ça que j'aimerais aussi ouvrir cette discussion, pourquoi finalement la voiture a été si publicitée pendant toutes ces décennies? Pour une raison très simple, c'est qu'elle était extrêmement pratique et qu'elle offrait cette liberté. Dans la poche, j'ai ma clé, j'ai ma voiture, j'y vais. Et la raison pour laquelle nous sommes convaincus que nous sommes à un moment justement où nous pouvons accélérer l'adoption à de nouveaux modes autres que la voiture, avec toutes les externalités positives sur l'environnement, c'est que les plateformes numériques offrent cette simplicité, cette liberté dans des téléphones, dans des applications où c'est plus je sors ma clé et j'y vais, mais c'est je sors mon téléphone et grâce à la mise en place d'assemblage de différents modes dans l'application, ben, j'ai cette même praticité avec toujours le même objectif, moins de voitures dans nos centres-villes et de ce fait atteindre cet objectif zéro carbone. Alors, il y a quelque chose d'assez nouveau dans l'économie, dans l'univers des VTC, c'est le VTC partagé qui est, alors à Paris, il existe sous deux formes. Il y a chez vous avec Uberpool et puis aussi à votre concurrent le Cab avec le Cab Plus. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le principe? Est-ce que ça apporte en termes de réduction de Bien sûr. la voiture, mais également en termes de plus de mobilité? Bien sûr. Alors, nous avons commencé à investir sur Uberpool sur la mobilité partagée il y a quelques années avec ce service qui s'appelle Uberpool. Alors Uberpool, pour ceux qui dans la salle ne connaîtraient pas ce service, c'est la possibilité à tout moment de se déplacer, de partager le trajet avec quelqu'un d'autre, avec comme conséquence, évidemment déjà c'est un trajet qui est moins cher, mais aussi c'est plus de personnes déplacées dans moins de voitures, avec tous les avantages en termes d'empreinte carbone que l'on peut imaginer. Nous avons commencé à investir dessus il y a 2-3 ans. Le résultat aujourd'hui, c'est que un trajet sur 5 a lieu sur un Uberpool, donc dans un trajet partagé dans la ville où Uberpool fonctionne. Et je pense que plus encore que la technologie qu'on a déployée derrière pour arriver à justement agréger ces trajets, je pense que ce qui a été très intéressant à observer, Ouais. c'est le changement de comportement. Moi, je faisais partie de l'équipe de Paris lorsqu'on a apporté Uberpool à Paris. C'était il y a 2-3 ans. Et je me souviens qu'évidemment, il y avait la question technologique, est-ce qu'on va arriver à l'agréger? La réponse était oui. Il y avait l'autre question qui était, est-ce que des passagers accepteraient de partager leurs courses avec un inconnu? Et la réponse a été oui. Et pourquoi oui? Parce que finalement, ce n'est pas forcément des inconnus, ce sont des gens qui sont sur une plateforme. Il y a cette notion de confiance, de suivi, de traçabilité, et qui fait que justement, on a réussi à accélérer cette transition vers la mobilité partagée avec nous comme objectif. Ces 20% deviennent 100% dans les années qui viennent. Pour vous, c'est la finalité demain? Demain, le VTC sera forcément partagé? C'est l'avenir des mobilités? Pour nous, l'avenir du VTC, c'est clairement partagé et propre. Partager, ce qu'on vient de décrire. Là, pour ceux d'entre vous qui prendront un VTC pour rentrer chez vous, je pense que pour la plus grande partie d'entre vous, on pourrait trouver le même trajet au même moment réalisé par quelqu'un d'autre. Et ça peut être groupé. Et nous, notre conviction, c'est que justement, l'avenir du VTC, il est partagé. Et il est propre. Et il faut en parler aussi parce que c'est très important. Propre, ça veut dire quoi? Véhicule à faible émission, hybride, électrique. C'est dans ce sens justement que nous avons investi depuis 2 ans pour vraiment accélérer la transition écologique de nos partenaires chauffeurs. Et aujourd'hui, ce sont plus de 2800 chauffeurs connectés régulièrement à la plateforme Uber qui sont sur de l'électrique ou sur de l'hybride. Parce que c'est assez contraignant finalement, parce que c'est vrai qu'on partage une voiture avec d'autres personnes. C'est un contrainte soit pour le chauffeur qui est obligé de faire des détours, soit pour le passager qui lui aussi fait des détours avec le chauffeur pour aller chercher d'autres passagers. C'est quoi la satisfaction aujourd'hui? Est-ce que vraiment les gens sont satisfaits de ce service, ou alors tout simplement ils disent bon bah moi je préfère payer un peu plus cher ou voir aller prendre carrément un taxi? Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment des usages que vous avez.
Je pense que typiquement, il y a certains trajets sur lesquels vous ne voudrez pas forcément partager votre trajet parce que vous avez un coup de fil, parce que vous avez un rendez-vous important après. Et sur d'autres trajets, en revanche, vous serez prêt à le faire. Nous, très clairement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait des sujets. Il y avait un vrai enjeu en termes d'expérience utilisateur sur nos premiers trajets Uberpool. Comme vous le décrivez, il y avait en effet des détours. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'était de voir l'aspect psychologique. C'est-à-dire qu'un passager préférait 10 minutes de détour, plutôt on va dire 6 minutes de détour en sens avant que 2 minutes de détour en sens arrière. Et vraiment cet aspect psychologique. C'est justement pour ça que nous avons fait évoluer ce service et que initialement Uberpool venait vous prendre en bas de chez vous. Aujourd'hui, Uberpool vous proposait alors une certaine forme d'intermodalité. C'est quoi? C'est la marche plus Uberpool, où on vous dit typiquement, voilà, vous voulez un Uberpool, mais si vous marchez 50 mètres, vous trouverez un chauffeur et sa voiture qui seront sur un trajet qui correspond à celui que vous voulez faire. Le résultat, c'est quoi? C'est moins de détours pour les passagers et c'est évidemment moins de détours pour les chauffeurs et pour toujours vraiment accélérer l'adoption de ce type de service. On a aussi parlé de questions d'intermodalité, de multimodalité. Comment est-ce que Uber s'inscrit dans cette stratégie? On sait que Uber a pris une participation dans les trottinettes électriques Lime. C'est quoi l'idée? Comment se dessinent les mobilités de demain vues par Uber? Je pense assez en ligne finalement avec ce qui a pu être évoqué juste avant sur cette table ronde, qui est de dire aucun acteur seul, aucun mode seul n'arrivera à répondre à l'enjeu de la place de la voiture dans nos villes. Aucun, personne. Donc ça, c'est notre premier postulat. Et c'est-à-dire que les VTC, même propres et partagés, peuvent apporter une grosse contribution, mais n'arriveront pas jusqu'au bout. Et donc, la question, c'est comment on s'allie à d'autres modes pour justement arriver à toujours avoir une offre intéressante pour tous les trajets. Alors nous avons en effet investi via l'acquisition d'un service de vélo électrique en libre service qui s'appelle Jump en mai. Nous avons également investi dans les trottinettes électriques en libre service, mais l'intermodalité, ce sont ces nouveaux modes, le VTC, le vélo électrique, la trottinette électrique, mais c'est aussi une mobilité ancienne et qui pour moi finalement restera toujours au cœur des transports de demain dans les villes, ce sont les transports en commun. Et il faut vraiment en parler, parce que pour moi, on parle de ces nouveaux modes, mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les seuls modes qui arriveront vraiment à répondre aux enjeux de transport capacitaire, ce sont les transports en commun. Et c'est justement dans ce sens-là que nous avons développé des partenariats avec les acteurs du transport en commun, typiquement à Nice, où nous avons développé un partenariat avec RLA, Régie Ligne Azur, c'est la RATP à Nice, qui concrètement opère un système de tramway très performant, qui va fermer à 2h30 du matin. Le problème, c'est que quand on arrive en bout de ligne à minuit et qu'il n'y a plus de bus, parce qu'il n'y a plus de bus sur les bouts de ligne à partir de 8h du soir, comment on fait pour le dernier kilomètre? Ce fameux dernier kilomètre qui, en général, malheureusement, convainc les utilisateurs de prendre leur voiture personnelle. Ce que nous avons mis en place, c'était un partenariat entre Uber et RLA. C'était un tarif à prix fixe, financé par les deux parties, pour justement encourager l'utilisation des transports en commun via la mise en place de solutions intermodales. Il y a un autre sujet, c'est la voiture électrique. Comment est-ce que on va assez vite là-dessus, pas assez? Est-ce qu'il y a une contrainte encore sur l'infrastructure, sur l'autonomie? Est-ce que Uber veut aller encore plus loin, plus vite? Quelle est votre vision des choses? Je pense que tous dans cette salle, on souhaiterait que ça aille plus vite, évidemment. Donc moi aussi, je souhaiterais que ça aille plus vite. En même temps, comme vous le décrivez, c'est un environnement qui est très complexe, dans lequel il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les constructeurs, il y a les infrastructures de recharge. Il y a un autre acteur qui est très important, c'est le passager et sa psychologie. Et nous l'avons nous-mêmes observé en discutant régulièrement avec nos partenaires chauffeurs. Nous, ce que nous avons fait, en tout cas clairement, c'est nous voulons accélérer l'adoption des véhicules électriques pour nos partenaires chauffeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons mis en place notre propre bonus écologique où nous finançons à hauteur de 4 000 € chaque partenaire qui passe sur l'électrique. Et de la même façon, nous discutons avec les opérateurs d'infrastructures de recharge. Nous pensons que c'est très important. Et encore une fois, ce n'est que le début. Nous voulons investir et clairement nous voulons passer le plus possible notre flotte à l'électrique. Aujourd'hui, il faut subventionner. C'est pas encore rentable. Le modèle du VTC électrique, c'est pas rentable encore. Je pense qu'il y a une dynamique de rentabilité et il y a aussi une dynamique qui est psychologique. Et en particulier pour des chauffeurs qui vivent dans cette voiture, qui sont des entrepreneurs et qui réfléchissent à leur rentabilité de leur véhicule. Et donc, qui vont toujours avoir cette crainte sur l'autonomie. Et je pense que dans cette crainte, il y a autant une part psychologique qu'une part de vraies contraintes physiques et techniques. Parce que je pense qu'avec les derniers véhicules qui commencent à atteindre 280, 300 km d'autonomie en conditions réelles,
ça devient vraiment très solide, mais il y a toujours cette question, oui, mais si par hasard j'ai un trajet pour aller à Orly ou à Roissy, est-ce que je ne vais pas tomber en rade, par exemple? Donc nous développons des solutions technologiques. Maintenant, par exemple, un partenaire chauffeur qui est sur la plateforme Uber et qui reçoit une course et qui a un véhicule électrique, on le préviendra si c'est une longue course. Mais encore aujourd'hui, il y a cette barrière psychologique et c'est pour ça notamment que nous essayons d'accompagner cette transition en finançant justement cette évolution. En parlant de barrières psychologiques, il y a un autre sujet qui concerne Uber, sur lequel Uber travaille énormément. C'est un peu de la science-fiction aujourd'hui, mais c'est la voiture complètement autonome, le fameux robotaxi. Quelle est votre vision et alors, quel est en quoi est-ce que le robotaxi peut contribuer demain à améliorer les mobilités, à réduire le trafic, le parc? Quelle est la position d'Uber là-dessus? Alors, bien sûr, donc déjà, pour rebondir sur des propos qui avaient été échangés sur la table Oui. ronde précédente, la voiture autonome, elle sera partagée et elle sera propre. Et ce sera pour moi seront vraiment les premiers vecteurs de contribution positive de la voiture autonome à cet objectif que nous partageons aujourd'hui qui est zéro carbone. La voiture autonome, il faut associer autonome, propre, partagé. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut revenir un peu à la commodité, à la praticité que peut apporter la voiture autonome et qui est, je pense, un pas supplémentaire dans ce sentiment de liberté qui est extrêmement important. Je pense que nous n'arriverons pas à convaincre les Franciliens, parce que nous sommes à Paris, mais généralement les habitants de zones urbaines, à se passer de leur voiture personnelle si on ne leur fournit pas par ailleurs une solution qui soit pratique et qui leur donne ce sentiment de liberté. Et pour moi, la voiture autonome y contribue. Et puis, il y a un dernier sentiment, un dernier élément qui est très important. C'est que quand vous regardez le trafic, ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que, bon, déjà, premier élément contributeur de trafic, il y a trop de personnes seules dans leur voiture. Ça, c'est le premier. L'autosolisme. Exactement, l'autosolisme. Première solution du véhicule autonome, c'est qu'il est partagé. Trop de voitures diesel ou à essence, il est propre. Le troisième, c'est ce phénomène d'accordéon. Vous vous mettez à l'angle là et vous regardez la rue de Rivoli et ce sera fascinant de voir à quel point les embouteillages sont créés par ces fameux retards au démarrage de certaines personnes qui, à un feu ou quand la voiture d'en face avance, vont mettre un certain temps. Un des éléments intéressants dans la technologie qu'apporte la voiture autonome, c'est justement ce dialogue entre toutes les voitures et la capacité pour 10 voitures de prendre beaucoup moins de place sur la chaussée quand elles sont conduites en mode autonome que la place qu'elles prendraient quand elles sont conduites par des humains avec tous les retards de réaction que nous connaissons. Est-ce que la conviction, c'est que demain, la voiture en ville, ce sera que des robotaxis? Non, ce n'est pas ma conviction. Je pense qu'il faut l'approcher avec humilité. Je pense que clairement, les voitures autonomes joueront un gros rôle. Je pense que les robotaxis joueront un gros rôle. Et puis surtout, ma conviction, c'est aussi que les robots et taxis seront un des éléments du puzzle. Et dans les autres éléments, nous aurons des vélos électriques. C'était assez intéressant hier de voir le premier ébauche justement par rapport à la projet de loi mobilité, de voir cette ambition de tripler la part modale de ce type de mode dans nos villes. Donc je pense que ça c'est aussi vraiment pour moi au cœur. Donc la voiture autonome bien sûr, mais les vélos électriques, les vélos, les trottinettes et les transports en commun et bien sûr des solutions de VTC propres et partagées pour toutes les occasions où c'est ce mode qui répondra le mieux aux besoins du client. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Merci monsieur Droulers. Alexandre Droulers, responsable des mobilités chez Uber. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.